la recherche ne conduit pas à la vérité, elle conduit à une illusion de vérité à condition d'admettre pour valides des postulats qui sont des croyances. Alors l'objectif officiel de la recherche, c'est d'identifier la vérité vraie. Ce n'est pas seulement la recherche d'ailleurs. On est tenté par la vérité. On ne connaît pas de gens qui seraient tentés par l'absence de vérité. Donc on a une tendance à vouloir la vérité. De préférence prouvée, dûment écrite et révélée. En réalité, en matière de recherche, en particulier en matière de biologie, il est très difficile d'atteindre la vérité. D'abord parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on s'appuyait sur des postulats qui étaient eux-mêmes des postulats de principe, mais qui étaient essentiellement, qu'on pouvait essentiellement considérer comme étant des croyances. Ensuite, parce que dans la démarche expérimentale, il faut répéter. Il faut répéter de façon un peu humienne. Plus on répète, et plus on atteint une certaine certitude. Comme les résultats sont après les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on vient tutoyer la vérité. En réalité, c'est faux. En matière de biologie, on peut reproduire autant de fois qu'on veut une expérience, on n'obtient jamais le même résultat. D'ailleurs, il y a quelque temps, j'avais lu dans un article un rapport balistique qui disait que même 2 balles tirées par la même arme fabriquée en même temps ou sur la même chaîne de montage ne produisaient pas les mêmes dégâts et produisaient des signatures différentes. Donc si des phénomènes aussi mécaniques que cela ne peuvent pas être strictement reproductibles, comment pourrait-il l'être de phénomènes de recherche par essence s'adressant à des problèmes inconnus? Autrement dit, il me semble que plus que la recherche de la vérité, on est surtout sur la recherche des paramètres qui limitent cette vérité ou qui limitent cette expression de la vérité. Autrement dit, on est plus dans l'analyse de ce qui va conditionner les 5% d'erreur plutôt que dans l'analyse de la vérité vraie. Mais en fait, la vérité vraie est inatteignable. Par contre, l'analyse de l'erreur est éventuellement quantifiable. Donc, quand on se lance dans une expérience, on va essayer de figer les paramètres de façon à n'en étudier qu'un à la fois. Et il y a 3 postulats qui vont définir l'expérience. La première, c'est l'objectivité, c'est-à-dire que l'objectivité veut que l'on admette le modèle comme outil de l'expérience, mais en même temps que le modèle n'est pas la réalité. Et on doit exprimer que ce modèle n'est pas la réalité. Et de fait, ce n'est pas la réalité. De la même façon que la pipe de Magritte n'est pas une pipe, de la même façon, le modèle n'est pas la réalité. Ensuite, l'expérience doit être intelligible, c'est-à-dire que la réalité doit se retrouver dans le modèle, partiellement, mais en même temps, c'est très difficile à définir. En quoi la réalité se retrouve-t-elle dans le modèle, tant quantitativement que qualitativement, puisqu'on cherche justement à établir la réalité. Comment est-ce qu'on peut définir qu'un modèle est dans la réalité a priori? On peut le définir a posteriori, mais c'est très difficile a priori. Et ensuite, rationalité, c'est-à-dire que les faits doivent être explicables et liés par une logique découlant de la théorie. Mais la théorie est justement un présupposé qui n'est pas démontré. Autrement dit, on se retrouve dans la définition même de l'expérience, qui est l'unité fonctionnelle de la recherche scientifique, on se retrouve face à 3 postulats, et les postulats sont en fait des croyances qui ont changé de nom. On voit tout de suite qu'on est face à un problème extrêmement complexe. Et la démarche expérimentale découle en plus des principes de Robert Koch, donc celui qui a identifié le bacille de la tuberculose comme agent pathogène. Robert Koch, c'est 1843-1910, donc on va dire l'extrême fin des Lumières, à la fin du grand bouleversement, enfin à la veille du grand bouleversement de la guerre de 14. Et les postulats de Koch sont destinés, là aussi ce sont des postulats qui sont destinés à l'identification des agents pathogènes infectieux et qui par extension
ont été utilisés à l'ensemble de la recherche scientifique. Et le premier postulat de Corr est un postulat profondément déterministe, puisqu'il dit « le phénomène observé a une cause ». À partir du moment où on a dit ça, fatalement, on dit d'abord il n'a pas des causes, il a une cause. Donc on est déjà à ce stade, simplement dans le monde expérimental, on se rend compte que, quel que soit le mot que l'on saisit de la démarche de recherche, on est dans l'incertain et on est globalement, si on ajoute à ça la nature de l'idée, qui elle-même est complètement intime et irrationnelle, on se retrouve dans une démarche qui pourrait, par exemple, à condition d'y avancer avec beaucoup de précaution, être dans une démarche d'ordre mystique. L'intuition, c'est-à-dire l'idée, c'est-à-dire ce qui va piloter l'ensemble de la démarche scientifique, en définitive, relève de mécanismes et de phénomènes qui ne sont en rien mécaniques, qui ne sont en rien prédictibles et qui, par conséquent, vont s'imposer à nous individuellement et ensuite on va avoir à les subir. Alors l'intuition va nous amener à hypothèse. Alors, hypothèse, c'est naturellement en aval de l'idée, on reviendra un petit peu sur l'idée, mais l'hypothèse est en amont de la théorie. Alors si on regarde, là encore, Wikipédia, pour essayer de trouver un sens à hypothèse, alors là c'est carrément dédaigneux. La notion d'hypothèse est réglée en l'espace de 10 lignes qui sont d'une banalité affligeante et dont évidemment on ne peut rien faire. C'est très ennuyeux parce que précisément on s'attendrait à ce que l'hypothèse soit la porte d'entrée à toutes sortes de discours puisque c'est la base même de tout raisonnement humain. À quoi ressemblerait un raisonnement humain qui ne répondrait pas à une hypothèse? Cela dit, il n'y a pas que chez Wikipédia que l'indigence est de mise. Quand on regarde le nombre des revues médicales, ou biologiques, enfin biologiques et médicales, on se rend compte qu'il y a entre 25 000 et 100 000 revues en fonction des moteurs de recherche disponibles dans le monde. Ça fait déjà beaucoup, hein, beaucoup de journaux, ça, 100 000. Mais il n'y a qu'une seule revue qui concerne les hypothèses, c'est-à-dire 1 pour 100 000, ou 1 pour 25 000, enfin ça ne fait pas une grosse différence. C'est-à-dire que l'hypothèse, là encore, soit on craint de l'exprimer, soit il est interdit de l'exprimer, soit ça fait mauvais genre d'exprimer une hypothèse, soit on cherche à garder le secret quant à ces hypothèses. Mais plus que ça, et c'est ce que nous racontent les médias, on passe de l'ordinaire, c'est-à-dire du connu, ce qui est dans l'ordre des choses, à l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui n'est plus dans l'ordre des choses. Autrement dit, on va, grâce au chercheur, à cause de lui, on va changer d'époque, on va changer de niveau de connaissance simplement par une activité de type intellectuel. Alors l'ensemble des connaissances d'une époque, quel que soit leur format, que ce soit éducatif, scientifique, etc., est intégré dans un grand concept qui est couvert par un gros mot qui s'appelle le paradigme. Alors le paradigme est un mot très pratique qui a été imaginé par Platon, donc ça fait un petit moment, mais qui a été mis à l'honneur par un scientifique qui s'appelle Thomas Kuhn en 1972. C'est dire si ce sont des concepts modernes. Le paradigme consiste donc à rassembler dans un seul chapeau, dans un seul récipient, l'ensemble des connaissances concernant un champ disciplinaire ou utiles pour ce champ disciplinaire, et le chercheur va modifier par son activité ce paradigme quantitativement et qualitativement, et puis on va aboutir à un paradigme modifié. On pourra dire que la recherche donnée, une recherche donnée, sera achevée lorsque le paradigme aura été modifié, c'est-à-dire que la nouvelle connaissance aura été intégrée au paradigme ancien.
On peut imaginer des révolutions paradigmatiques, mais évidemment, les révolutions paradigmatiques sont plus rares. Par exemple, lorsque Copernic a mis en évidence, il n'était peut-être pas le premier, mais enfin, quand il a mis à l'honneur l'héliocentrisme, évidemment, c'était une révolution paradigmatique. Révolution paradigmatique qui dépasse largement le cadre d'un champ disciplinaire donné. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'astrophysique qui a été modifiée lorsque Copernic a modifié les mouvements respectifs des éléments célestes les uns par rapport aux autres, c'est le monde entier qui a été modifié. C'est-à-dire que c'est la perception du monde, notre monde sensible, qui d'un seul coup s'est retrouvé complètement modifié. Autrement dit, paradigme me semble devoir dépasser, contrairement à ce qu'écrit Kuhn, un simple champ disciplinaire parce qu'il interroge à la fois plusieurs champs disciplinaires. Et je me demande même si la notion de paradigme n'est pas plutôt une dimension culturelle qui recouvre l'ensemble des connaissances disponibles dans un seul champ. Ce qui lui donne un certain flou, mais en même temps, ce flou est également discernable chez Kuhn, puisque lorsque Kuhn utilise le mot paradigme, il l'emploie dans un seul bouquin selon 21 sens différents. Donc ça veut dire que le terme, pour lui-même, n'est pas complètement stable. Ce qui me surprend le plus, finalement, c'est la volonté de la recherche moderne, tout à la fois de faire l'impasse sur les chercheurs du passé, sur tous les, je dirais, les penseurs du passé. Par exemple, Maître Eckhart était considéré comme un drogué. Hildegard de Bingen est considérée comme une épileptique. Pourtant, ce sont ces gens-là qui ont construit le monde dans lequel nous sommes. Ce sont des gens dont il ne faut pas rire. Les alchimistes utilisaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition, mais au final, ce sont quand même eux qui ont construit le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors certes, nous ne fonctionnons pas de façon systématique en tant que chercheurs modernes dans l'hallucination, du moins pas systématiquement, mais pourtant, je crois qu'on ne peut pas complètement oublier et balayer d'un revers de manche les pratiques intellectuelles du passé au prétexte que nous serions frappés de rationalité comme eux, ils étaient frappés d'irrationalité. Je ne suis pas sûr que le monde moderne soit beaucoup plus rationnel. Et d'ailleurs, quand je regarde le bulletin du 20h, je ne suis pas du tout certain de la rationalité du monde moderne. Mais enfin, le monde ancien n'est pas non plus très rationnel. Peut-être qu'il n'y a pas de monde rationnel, au fond. Dans le cas, qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, ce qui me surprend aussi, c'est qu'on rejette à la fois ce monde ancien, tout en ayant des résultats discutables pour ce qui concerne le monde d'aujourd'hui. Je suis souvent très perplexe quand nous présente l'aspect miraculeux que j'évoquais tout à l'heure, mais qu'en définitive, les quelques collègues que je peux avoir dans la salle ne me démentiront pas, on est incapable de guérir de la grippe. Et malgré toute notre rationalité, la grippe, non seulement, c'est de temps en temps une maladie bénigne, de temps en temps on en meurt, mais pour des raisons qui tiennent à l'individu et qui ne tiennent pas à la bactérie elle-même, qui est toujours la même. Autrement dit, ce grand écart entre le refus de la pensée ancienne, ou irrationnelle, et en même temps l'absence de résultat du rationnel, me gêne sur le plan simplement de la rationalité scientifique pour le coup. Et je crois que de mieux cerner la nature même de l'idée, mais ça pourrait faire éventuellement l'objet d'une autre conférence, pourrait être pertinent et fondateur dans l'organisation, pourquoi pas, d'un autre mode de pensée plus unitaire au plan historique.